Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vais vous présenter pendant cette séance un cours sur le développement limité destiné aux étudiants de la filière SMIA, semestre S2, module analyse 3. Je vais essayer de démontrer quelques propriétés des développements limités. À savoir, la première propriété qui dit que si f est continu au point x0, alors f admet un développement limité à l'ordre 0 au point x0. En effet, preuve de la première propriété. Alors, on a par hypothèse limite de f de x lorsque x tend vers le x0 est égal à f de x0. Je vais prendre en pause ypsilon de x est égal à f de x moins f de x0. Il est clair que cette fonction ypsilon x, elle est définie au voisinage de x0 comme la fonction f de x. Le f de x0 est une constante. Donc si je calcule la limite de cette fonction, limite de ypsilon de x lorsque le x tend vers le x0, alors évidemment, d'après la définition de la limite de f au point x0, cette limite est égale à 0. Ainsi, je peux écrire f de x, d'après la définition de ypsilon, est égal à f de x0 plus ypsilon de x. C'est quoi ça? On vient d'obtenir le développement limité de la fonction f de x au voisinage de x0 à l'ordre 0. La partie principale, c'est ce polynôme de degré 0 qui est égal à une constante, à 0, c'est f de x0. Et dans le reste, c'est ypsilon de x qui tend vers 0 lorsque x tend vers x0. Alors ça, c'est la première propriété. La deuxième propriété, alors dans la deuxième propriété, on va démontrer cette fois que si f est dérivable au point x0, alors f admet un développement limité à l'ordre 1 au voisinage de x0. Alors, donc je vais d'abord utiliser l'hypothèse, c'est le fait que f est dérivable au point x0. Alors, d'après la définition de la dérivée de f au point x0, on a la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0 est égal à f' de x0. Alors dans ce cas, je vais prendre ypsilon de x est égal alors c'est f de x moins f de x0 sur x moins x0 moins le f' de x0. Alors évidemment, cette fonction ypsilon de x elle est définie au voisinage de x0 et je vais essayer de calculer sa limite. La limite de la fonction ypsilon de x, d'après la définition de la dérivée, de f au point x0, cette limite est égale à 0. Dans cette égalité, je vais multiplier les deux membres de cette égalité par x moins x0. Donc, en multipliant les deux membres de cette égalité par x moins x0, je vais obtenir l'égalité suivante. Alors, donc en multipliant, donc on aura x moins x0 fois ypsilon de x est égal à f de x moins f de x0 moins x moins x0 moins x moins x0 fois f' de x0. Ce qui implique f de x est égal à f de x0 plus x moins x0 f' de x0 plus le reste, x moins x0, ypsilon de x. Avec, bien sûr, le fait que
avec notre epsilon de x qui tend vers 0 lorsque x tend vers x0. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'obtenir? On vient d'obtenir le développement limité de la fonction f au voisinage de x0 à l'ordre 1. Bien sûr, avec notre epsilon, la fonction epsilon, sa limite lorsque x tend vers x0, tend vers 0. Donc, notre fonction admet un développement limité. Si une fonction est dérivable, il admet un développement limité. Ensuite, une troisième propriété dans laquelle on va supposer que si f est continu à un point x0, et s'il possède un développement limité à l'ordre de 1 au voisinage de x0, alors notre fonction elle est dérivable au point x0. Donc on va essayer d'établir cette propriété, cette troisième propriété. D'accord? Bien sûr, en utilisant la continuité de f et en utilisant le fait que f admet un développement limité à l'ordre 1. f de x, c'est écrit une constante a0 plus x moins x0 fois une constante a1 plus x moins x0 epsilon de x, un petit taux de x. Tout ça, c'est un petit taux de x moins x0. Donc, avec le epsilon de x qui tend vers 0 lorsque le x tend vers x0. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche à démontrer que la fonction f elle est dérivable au point x0, c'est-à-dire il faut calculer la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0 est égal à, cette limite existe, est égale à une constante qui est la dérivée de f au point x0. Ce que je vais essayer de faire. Alors d'abord, je vais utiliser la continuité de f. Puisque f est continu, puisque f est continu au point x0, c'est-à-dire c'est-à-dire la limite de f de x lorsque x tend vers x0 est égal à f de x0. Alors, par passage à la limite dans l'égalité étoile, si je fais tendre x vers x0 dans l'égalité étoile, alors qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir d'une part la limite de f de x lorsque x tend vers x0. Et d'autre part, lorsque je fais tendre x vers x0, ce terme s'annule. La limite, elle est nulle. La limite de ce terme aussi, il va s'annuler. Il reste la constante A0. Et d'autre part, la limite de f de x est égale à f de x0. Donc, on vient de vérifier que la constante A0, ce n'est rien d'autre que la limite de f de x au point x0. Donc, ainsi, on obtient f de x est égal. Alors, le A0 maintenant, c'est f de x0 plus le x moins x0 fois A1 plus le reste, le petit taux, c'est-à-dire x moins x0 epsilon de x. Donc, ce qui implique que f de x moins f de x0 est égal à x moins x0 fois A1 plus le x moins x0 fois epsilon de x. D'accord? Alors maintenant, je vais, en supposant que x est différent de x0, je vais diviser par x moins x0. Alors, en divisant par x moins x0, bien sûr, en supposant que x est différent de x0, alors qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir f de x moins f de x0 sur le x moins x0 est égal, d'une part, à A1, ici, car on va simplifier par x moins x0, plus le epsilon de x. Car là aussi, on va simplifier par x moins x0, en supposant que le x est différent de x0. Alors maintenant, par passage à la limite,
j'obtiens la dérivée de f. Je démontre que f est dérivable au point x0. Et sa dérivée, ce n'est rien d'autre que la constante A1. Alors, par passage à la limite, alors quand x tend vers x0, alors on trouve donc limite de f de x moins f de x0, limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, lorsque x tend vers x0 est égal, alors cette limite est égale à A1, car la limite de epsilon de x est linéaire, donc est égale à A1. C'est la dérivée de f au point x0. Donc ainsi, on a achevé la démonstration de cette troisième propriété. Maintenant, je passe à quelques remarques. Dans la première remarque, je vais remarquer que si f est continu au point x0, alors l'existence d'un développement limité à l'ordre n au voisinage de x0 pour tout n supérieur ou égal à 2 n'implique pas nécessairement l'existence de la énième dérivée au point x0. Pour établir cette remarque, il suffit de donner un contre-exemple. Voici un. Alors, on peut considérer la fonction f de x qui est égale à x occupe sinus 1 sur x, si x est différent de 0, et elle est nulle si x égale à 0. Alors, cette fonction, elle est continue au point 0. On vérifie facilement que cette fonction, elle est continue au point 0. Si je calcule la limite de f de x, c'est-à-dire puisque limite de x3 sinus 1 sur x lorsque x tend vers 0, cette limite est égale à 0, alors la fonction f, ainsi définie, est continue au point x0 égale à 0. D'accord? Alors elle est continue, soit epsilon de x est égal alors à x sinus 1 sur x, si x est différent de 0. Et epsilon de 0 égale à 0. Je peux écrire ma fonction f de x, alors ma fonction f de x, je peux l'écrire, c'est x au carré, epsilon de x. D'accord? Avec la limite de epsilon de x, lorsque x tend vers 0, alors la limite de cette fonction lorsque x tend vers 0, c'est 0. Car on a valeur absolue de epsilon de x, c'est valeur absolue de x sinus 1 sur x. Le sinus est majoré par 1, donc il est inférieur ou égal à valeur absolue de x, et lorsque x tend vers 0, la limite est linéaire. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens un développement limité de ma fonction f de x à l'ordre 2. Donc, ainsi, f admet un développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0. Mais f n'est pas deux fois dérivable au point 0. Ce qu'il faut démontrer, c'est un contre-exemple de cette remarque. Alors maintenant, une deuxième remarque.
Alors, dans cette deuxième remarque, je vais constater que si une fonction n'admet pas de limite au voisinage de x0, alors il n'admet pas de développement limité. Ce n'est pas la peine de chercher son développement limité. D'accord? La même chose, si la limite d'une fonction au voisinage de x0 est égale à plus ou moins l'infini, alors la fonction n'admet pas de développement limité. Pourquoi? Car si f admet un développement limité, on va tomber sur une contradiction. Car si on suppose que f admet un développement limité, alors n au voisinage de x0, alors ce développement limité va s'écrire, comme on l'a vu, c'est un polynôme principal plus un reste, c'est alors f de x va s'écrire sigma de ak x moins x0 à la puissance k allant de 0 jusqu'à n, plus le reste, x moins x0 à la puissance n y de x. Avec, toujours, il faut le vérifier, cette condition, avec y de x qui tend vers 0 lorsque x tend vers x0. Alors si, dans cette expression, si je fais tendre le x vers x0, par passage à la limite, quand x tend vers x0, alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient limite de f de x lorsque x tend vers x0 est égal, dans cette expression, est égal à 0. Donc si la limite de f au point x0 est égale à plus l'infini ou moins l'infini, c'est une contradiction. Si la fonction n'admet pas de limite, c'est aussi une contradiction. Très bien. Alors maintenant, une troisième remarque. Alors dans cette troisième remarque, je vais considérer la fonction f de x égale valeur absolue de x. f de x égale valeur absolue de x. Alors, cette fonction, il n'admet pas de développement limité. Pourquoi? Par absurde. Alors, troisième remarque, f de x égale valeur absolue de x. N'admet pas de développement limité à l'ordre 1 au voisinage de 0. Car sinon, c'est-à-dire si elle admet un développement limité à l'ordre 0, et je sais que f de x, alors sinon, f admet un développement limité, un développement limité à l'ordre 1 au voisinage de 0, et f est continu au point x0 égale à 0, alors d'après la troisième propriété de la proposition précédente, f elle est continue au point x0, admet un développement limité à l'ordre x, admet un développement limité à l'ordre 1 au voisinage de x0, alors f elle est dérivable au point x0. F est dérivable au point x0 égale à 0, ce qui est faux, car la valeur absolue n'est pas dérivable au point 0, ce qui est absurde. Donc, ce sont quelques remarques. Alors maintenant, je vais vous présenter la formule de Taylor-Young pour les développements limités.
Alors, il suppose dans cette formule Taylor, il suppose que la fonction elle est de classe Cn, c'est-à-dire tous les dérivés successifs jusqu'à l'ordre n existent, ils sont continus, y compris la nème dérivée. Ils sont donc il est de classe Cn au voisinage de x0. Et donc une telle fonction qui est de classe Cn, il admet un développement limité à l'ordre n au voisinage de x0. Ce développement limité, il s'écrit, c'est f de x égale, alors le développement, je peux l'écrire autrement. C'est un polynôme principal qui est formé dont les coefficients AK sont formés par la valeur de la kème dérivée de f au point x0 divisé par k factoriel. Donc, f de x, on peut l'écrire comme ça, est égal sigma de f, la kème dérivée de f au point x0, on travaille au point x0, sur k factoriel fois x moins x0 à la puissance k. K allant de 0 jusqu'à n. Ça, c'est la partie principale, c'est le polynôme principal, plus le reste. X moins x0 à la puissance n, y de x. Avec le y de x, toujours, il tend vers 0. C'est un x moins x0 à la puissance n, y de x, c'est un petit taux de x moins x0 à la puissance n. Est égal, il tend vers 0 lorsque x tend vers x0. Donc, une conséquence de cette formule, automatiquement, on peut dire si une fonction est de classe C infinie au voisinage de x0, donc il admet un développement limité à n'importe quel ordre n au voisinage de x0. Tout simplement. Donc, c'est l'objet de cette conséquence de la formule de Taylor-Young. Alors, quelques remarques maintenant. On peut déduire les développements au voisinage de n'importe quel point x0 ou même au voisinage de plus ou moins l'infini en utilisant les changements de variables suivants. Alors, à l'aide d'un changement de variable t égale à x moins x0, on a l'équivalence. Alors, f admet un développement limité à l'ordre n au voisinage de x0, si et seulement si f de t plus x0 admet un développement limité à l'ordre n au voisinage de 0. Donc, d'après cette équivalence, si j'ai un développement limité à l'ordre n au voisinage de 0, je peux déduire celui de f à l'ordre n au voisinage de x0. La même chose maintenant si j'utilise un autre changement de variable, c'est-à-dire si je pose t égale à 1 sur x. Alors, on a l'équivalence suivante. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si f, alors f, dit-on, f admet un développement limité à l'ordre n au voisinage de l'infini, si seulement si f de 1 sur t admet un développement limité à l'ordre n au voisinage de 0. Autrement dit, si je détermine le développement limité au voisinage de 0 à l'ordre n au voisinage de 0 de la fonction f, je peux déduire celui de f au voisinage de l'infini. Donc, dorénavant, je vais travailler qu'avec les développements limités au voisinage de 0. Et on peut les généraliser pour les développements limités en n'importe quel point x0 de f. Si on a un développement limité à l'ordre n au voisinage de 0, à partir de ce développement, je peux déduire le développement limité de la fonction f à l'ordre n au voisinage de plus l'infini, et également je peux déterminer le développement limité de f à l'ordre n au voisinage de x0, quel que soit x0. Je vais utiliser la formule de Taylor-Young pour déterminer les développements limités de certaines fonctions usuelles. Donc, ces développements limités, je vais les déterminer au voisinage de 0. Et comme d'après la remarque, je peux déduire les développements limités au voisinage de n'importe quel point x0 ou également au voisinage de plus ou moins l'infini. Alors, on commence par la fonction exponentielle x.
Alors, d'abord, la fonction f de x est égale à exponentielle x. Cette fonction, elle est de classe C infini. De classe C infini, en particulier au voisinage de 0. Il est de classe C infini, donc il admet un développement limité à n'importe quel ordre n, au voisinage de 0. Alors, pour déterminer, d'après la formule de Taylor-Young, pour déterminer ce développement limité, je dois calculer les dérivées successives de f. Alors, en calculant les dérivées successives de f' de x, je trouve que c'est égal à f toujours, est égal à exponentielle x, est égal à n'importe quelle dérivée de f. Quel que soit n, appartient à n, on a la dérivée énième de f est égale à exponentielle x. Donc, la valeur de ces dérivées au point 0, c'est exponentielle 0. Fn au point 0, c'est exponentielle 0. Donc, c'est 1. Donc, d'après la formule de Taylor-Young, alors, je peux avoir Taylor-Young, f de x est égal à 1 plus x. Et ainsi de suite. Maintenant, pour le A2, c'est f seconde de 0 qui est égal à 1 sur 2 factoriels, 1 demi, fois x moins 0, c'est-à-dire x au carré. Et ainsi de suite, plus jusqu'au énième terme, où on a 1 sur n factoriel, 1 sur n factoriel, x à la puissance n, plus le petit taux de xn. C'est un petit taux de xn ou xn ypsilon de x. Avec le ypsilon de x qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc, c'est ainsi on obtient le développement limité de la fonction exponentielle x à l'ordre n au voisinage de 0 et on peut déduire les développements limités de cette fonction en n'importe quel point x0 et au voisinage de plus ou moins l'infini en utilisant les changements de variables que j'ai mentionnés tout à l'heure, ou bien t égale à x moins x0 ou bien t égale à 1 sur x. D'accord. Alors maintenant, je vais essayer de déterminer le développement limité d'une autre fonction. C'est la fonction f de x égale sinus x. Alors f de x égale sinus x. Également, cette fonction, elle est de classe C infinie. Elle est de classe C infinie sur R tout entier, en particulier au voisinage de 0. Et de plus, cette fonction, elle est impaire. Et impaire. Alors, puisqu'il est impair, d'après une remarque que nous avions faite dans la première séance de ce cours, lorsque la fonction elle est impaire, ici, il admet un développement limité au voisinage de x0, alors ce développement limité ne contient que les monombres de degré impair. Les coefficients des monombres de degré pair, ils sont tous nuls. Donc, je vais calculer les dérivées successives de sinus. Alors, vous savez, cette technique pour calculer les dérivées de sinus, c'est un cercle. Ici, on a le sinus x, ici le cosinus, ici le moins sinus, et ici moins cosinus. Donc, le sens de la dérivation, c'est le sens de la montre. Donc, la dérivée de sinus, c'est le cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus, et ainsi de suite. Donc, si je calcule la dérivée f' de x, c'est cosinus de x. La dérivée seconde de x, c'est moins sinus x. La dérivée d'ordre 3, c'est moins cosinus x. Et ainsi de suite, la dérivée d'ordre 4, c'est sinus x. Par récurrence, on peut démontrer que la énième dérivée de f de sinus x s'écrit selon la parité de n. Alors, donc on aura, si on a la dérivée d'ordre pair de n de x,
c'est moins 1 à la puissance n. Moins 1 à la puissance n sinus x. La dérivée d'ordre impair, 2n plus 1 de x. Alors, les impairs, c'est moins 1 à la puissance n cosinus x. Et maintenant, je remplace, je calcule la valeur de ces dérivées successives au point 0. Donc, au point 0, tous les dérivés d'ordre pair, leur valeur au point 0, ils sont nuls. Donc, il va rester que les dérivés d'ordre impair. Et leur valeur, c'est moins 1 à la puissance n. Ainsi, d'après la formule de Taylor-Young, que je peux déduire, ainsi, on obtient donc f de x, c'est-à-dire le sinus de x, f de x est égal ici le sinus de x. Alors, le premier terme, on a x moins x3 sur 3 factoriel plus x5 sur 5 factoriel et ainsi de suite jusqu'au terme x2n, x2n plus 1 avec un signe, moins 1 à la puissance n sur n 2n plus 1 factoriel plus x 2n plus 1 ypsilon de x avec le ypsilon de x qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Alors, ce développement limité, il est à l'ordre 2n plus 1, puisque le coefficient d'indice 2n plus 2, il est nul. Donc, ce développement limité, il coïncide avec le développement limité de cette fonction à l'ordre 2n plus 2. Donc, je peux dire que c'est égal à x moins x3 sur 3 factoriel, plus, etc., plus moins 1 à la puissance moins 1 à la puissance n, 2n x à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Plus, maintenant, puisque le coefficient A2n plus 2, il est nul, donc c'est le même reste x2n plus 2 ypsilon prime de x.